Bonjour à tous, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cet après-midi de rendez-vous de l'international. Donc, nous sommes à la 4e journée avec un programme bien riche. Je partageais justement aux intervenants qui vont vous faire les présentations tout à l'heure qu'on avait eu diverses thématiques. Donc, je présume que vous qui êtes présents cet après-midi, vous avez eu l'occasion de participer à certaines conférences qu'on a organisées ces premiers jours. Nous avons effectivement appuyé sur l'action des chambres de commerce et d'industrie auprès des chefs d'entreprise qui partent à l'international. Mais c'est aussi tout naturellement qu'on veut vous présenter les différents réseaux qui existent dans la région et qui peuvent être des ressources importantes pour vous qui vous développez. Alors, j'ai envie de dire sur le côté export et import, parce que vous verrez que chacune de ces organisations a ses spécificités. Et donc, on prendra le temps de dérouler les présentations. Je vais déjà démarrer par vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est que la Team France Export pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi les présentations depuis le début. Donc, moi, je suis Raïssa Goubinkern et je suis conseillère internationale à la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe et on fait partie de la Team France Export. Et la Team France Export, effectivement, c'est le point d'entrée pour tout chef d'entreprise qui veut partir à l'international, qui veut faire et qui veut présenter ses produits et ses services à l'international. Et notre action est essentiellement dans l'accompagnement des entreprises et nous allons jusqu'à organiser des missions de prospection à l'international. Alors, il faut savoir que c'est une volonté de l'État, donc de la région, des régions, en l'occurrence les régions d'outre-mer, des CCI, de la BPI, qui est notre partenaire financier, d'avoir au sein des CCI des chambres, des espaces en tout cas de rencontres auprès des chefs d'entreprise et des conseillers pour les aider à structurer leurs projets. Donc ça sera vraiment la première étape pour tout chef d'entreprise qui vient nous consulter. Alors l'idée en tout cas, c'est de vous aider à valider votre potentiel marché en faisant un diagnostic export, vous aider ensuite bien sûr à avoir toutes les informations relatives à votre marché cible ou à vos potentiels marchés cibles. Nous avons passé une semaine justement à présenter les différents marchés que nous pensons être les plus prometteurs pour nos économies, alors en passant par la Caraïbe, les États-Unis, le Canada, le Sénégal, le Japon. Voilà, on s'est attardé sur plusieurs espaces économiques différents, tout simplement pour vous signifier que nos entreprises ont énormément de potentiel et qu'il nous appartient, nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que chambre de commerce, de vous accompagner sur le chemin de l'export. Alors, il faut savoir qu'on organise également un certain nombre de formations export. Donc, vous pouvez nous contacter directement, les conseillers internationaux de proximité, pour avoir le programme qui permet de faire monter en compétence le chef d'entreprise. Et une fois qu'on est rassuré sur les marchés qui seront le plus porteurs, eh bien, on va passer à ce moment-là à une phase un peu plus agressive en termes de commercialisation, en ayant la possibilité d'aller rechercher ses partenaires commerciaux sur les marchés. Ça peut se faire en participant à des salons, ça peut se faire en participant à des missions collectives et on vous aidera bien sûr à communiquer sur les marchés internationaux, comme on a pu le faire par exemple avec des entreprises qui sont parties au Japon pour traduire leurs plaquettes en japonais par exemple. Et pour terminer, alors une fois que l'entreprise a confirmé effectivement qu'il y avait des clients intéressés par sa solution ou par ses produits, eh bien là on peut passer en phase d'accélération et on va aider l'entreprise en termes de logistique, en termes de contrats, également s'assurer qu'en termes de ressources humaines, elle puisse avoir des leviers. En l'occurrence, on peut parler du volontariat international en entreprise qui permet à un jeune de 18 à 28 ans de partir représenter la société. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce qu'on va en reparler. Et l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir vous aider aussi à intégrer certains programmes d'immersion ou d'accélération sur des marchés. Et là encore, on va en rediscuter pendant cet après-midi. L'idée, en tout cas, c'est d'accompagner le chef d'entreprise sur la partie stratégie, mais ensuite également sur la partie financement, parce que vous le savez, c'est aussi un secteur d'activité, enfin un secteur qui nous permettra d'avoir plus de revenus sur nos territoires,
et on l'espère aussi après pouvoir créer des emplois sur nos territoires. Et donc, c'est fortement encouragé par le ministère des Outre-mer, par nos régions, pour nos collectivités en termes de subventions. Et donc, nous, on vous aidera bien sûr à mobiliser ces différentes subventions. Alors, auprès des banques, la BPI, qui est notre partenaire financier, auprès des privés, par le biais des levées de fonds, mais également auprès des institutions financières. Donc, réussir le projet à l'international, ça demande du temps. Donc, on est là vraiment pour organiser sur le long terme votre stratégie, mettre en place les financements qui vont avec et vous aider à identifier toutes les ressources qui peuvent vous aider dans votre développement. Et donc, parmi ces ressources, naturellement, on a aussi les réseaux. Et donc, là, c'est le dernier volet où on veut aussi permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir avoir, au-delà de la connaissance des marchés, au-delà du financement, mais un vrai réseau solide à l'international, donc par le biais de la Team France Export, et on vous a parlé des réseaux avec lesquels nous sommes partenaires, mais nous souhaitions également ouvrir à d'autres réseaux qui sont peut-être nouveaux sur le territoire et qui conviendraient de présenter. On va démarrer, si vous le voulez bien, avec déjà l'un des premiers réseaux qui est partenaire de la Team France Export. Donc, c'est le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, les CCEF. Et nous avons donc M. Closiani qui est avec nous. On continuera ensuite avec le réseau Island Innovation avec Audrey Joachim. La communauté The Box Caraïbes, dont vous avez entendu parler également avec Fatoumata Issa Alzouma. Et on terminera avec le réseau Stratexio, avec Madame Stéphanie DVA Piquet, qui interviendra à distance, mais par le biais d'une vidéo. Donc, qui ne pourra pas se rendre disponible là en live, mais elle pourra intervenir grâce à la technologie, on va dire. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Claudie Ali. Bonsoir, Monsieur Ali, et merci de votre présence parmi nous. Nous en sommes ravis. Alors, Monsieur Ali, je vais vous laisser vous présenter, mais je tiens quand même à préciser que pour nous qui sommes de la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, c'est un vrai honneur de vous avoir cet après-midi, puisque, n'est-ce pas, vous avez joué un rôle important dans le fait qu'aujourd'hui, il puisse y avoir déjà un pôle international, mais aussi une Team France Export en Guadeloupe. Donc, ce n'est que naturel aussi que vous puissiez ensuite être aux côtés des chefs d'entreprise pour les aider dans leur développement. Alors, je vous laisse vous présenter et ensuite, on pourra passer à la présentation. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci de l'organisation de cette rencontre aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir partager mon expérience avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent, avec tous les participants. Alors, je vais dans un premier temps me présenter, vous dire pourquoi je suis conseiller du commerce extérieur de la France, basé en Guadeloupe, présenter les autres conseillers, le comité de Guadeloupe, rappeler le rôle d'un conseiller du commerce extérieur et aussi présenter l'organisation au niveau national et au niveau mondial. Alors, pourquoi je suis conseiller du commerce extérieur, pourquoi j'ai été nommé conseiller du commerce extérieur basé en Guadeloupe? Je me suis toujours intéressé au développement des activités des entreprises à l'international. J'étais directeur du complexe World Trade Center qui est à Jarry, et à ce titre, je participais à l'Assemblée générale de tous les World Trade Centers du monde chaque année, et je rencontrais les directeurs des World Trade Centers de tout le monde, du monde entier. Alors, et chacun présentait les spécificités de sa région, pourquoi ils avaient choisi de créer un World Trade Center, quel était le mode de fonctionnement. Ces World Trade Centers avaient tous pour mission d'aider les chefs d'entreprises locaux à approcher les marchés extérieurs, dans un premier temps, et aussi à accueillir des chefs d'entreprise venant de l'étranger pour découvrir les marchés locaux. J'ai aussi été directeur des affaires internationales de la Chambre de commerce, et à ce titre-là, je participais avec l'élu, le membre élu de la Chambre, aux réunions des chambres de commerce et d'industrie de la Caraïbe, la CAIC, la Caribbean Association of Industry and Commerce. C'est-à-dire que pendant plus de 15-20 ans, j'ai participé à tous les comités directeurs et à toutes les assemblées générales de la CAIC, et j'ai même eu à organiser par 2 ou 3 fois la tenue de ces assemblées générales en Guadeloupe, avec tout ce que ça comporte comme complications pour les chefs d'entreprise de la Caraïbe qui doivent obtenir des visas pour séjourner en Guadeloupe et toutes les petites difficultés que nous avons eu à résoudre au niveau de la préfecture en ce sens. Bien.
Alors, le fait de représenter la Chambre au sein de la CAIC me permettait de rencontrer tous les présidents et directeurs de chambres de commerce de la Caraïbe, de savoir quel était l'état de développement du commerce dans ces pays-là et de l'industrie, et de voir qui voulait approcher tel ou tel marché dans toute la Caraïbe, avec tout ce que ça comporte comme difficultés, les difficultés douanières, les listes négatives, le CARICOM, l'OECS, etc. Et bien sûr, la mise en place des conventions de Lomé. Bon. À part cela, j'ai été nommé surtout commerce CCF par un sous-préfet qui avait suggéré ma nomination, parce que j'étais secrétaire général de l'Association des exportateurs de la Guadeloupe. Cette association a pour but de promouvoir les services et les produits des entreprises guadeloupéennes à l'extérieur. Et je dis bien à l'extérieur. Pour nous, dès que c'était en dehors de la Guadeloupe, donc c'était validé. Ça pouvait être à la foire de Paris, ça pouvait être au Salon international de l'alimentation. On a aussi rempli cette mission à Gans en Belgique et aussi dans la Caraïbe, à Antigua, lorsqu'il y avait une manifestation, on partait avec les chefs d'entreprise pour leur permettre de découvrir les marchés de la Caraïbe. Bien. Donc, tout ça, c'était pour me présenter. Donc, vous voyez qu'un conseiller du commerce extérieur a forcément des réseaux, des contacts, des relais dans les pays étrangers que vous pouvez tout de suite utiliser. C'est la mission d'un conseiller du commerce extérieur d'accompagner les entreprises qui veulent approcher les marchés étrangers. Et dans notre comité Guadeloupe, il y a d'autres membres qui ont chacun a une spécificité dans son domaine d'expertise. Alors, nous avons Sabine Bajazé-Dorifo, qui est notre présidente, qui est dans le domaine portuaire, qui fait la gestion de logiciels pour le fonctionnement des ports. Et elle prépare, elle a réussi d'ailleurs, à gagner des appels d'offres à Trinidad et à la Jamaïque, alors que la petite Guadeloupe était en concurrence avec pas moins que Singapour. Si la Guadeloupe peut décrocher un tel marché, ça vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, il faut toujours tenter de se doter de tous les contacts nécessaires, de toutes les expertises pour gagner sur les marchés extérieurs. Nous avons une banquière qui est basée en Guadeloupe et qui a beaucoup travaillé à Saint-Martin. Nous avons une conseillère du commerce, une CCEF qui est basée à Paris, mais qui travaille beaucoup avec Bruxelles et qui connaît très bien tous les circuits qu'il faut emprunter pour obtenir des subventions au niveau européen. Et cette personne, Chantal Dagneau, peut aider non seulement des entreprises, mais aussi des entités politiques telles que le Conseil régional. Nous avons aussi une Swazik Juré-Mouta qui est dans l'industrie, qui travaille beaucoup avec la Caraïbe et avec Cuba. Donc, et enfin, nous avons aussi quelqu'un qui est basé, Lisa Blanchard, qui est basée à Saint-Barthélemy. Donc, voyez-vous, toutes ces compétences, que ce soit dans le domaine commercial, dans le domaine de services, dans le domaine industriel, chacun a une compétence particulière. J'oubliais Hervé Damoiseau, qui vend ses produits aussi en Asie, en plus de l'Europe et de la France, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que chacun a eu à développer une expertise particulière pour approcher, et ensuite s'installer sur les marchés étrangers et gagner des parts de marché. Donc, voilà un peu le comité Guadeloupe, comment il est organisé. Alors, rappelons quelques missions capitales des conseillers du commerce extérieur. Ils mènent des actions de veille sur les dossiers sensibles du commerce extérieur. Ils sont au cœur des marchés internationaux. Ils sont experts dans leur domaine. Ils transmettent des informations et des avis, des recommandations à l'État, par l'intermédiaire de nos préfectures, bien sûr. Ils travaillent en partenariat avec des acteurs institutionnels tels que les chambres de commerce et d'industrie, UbiFrance, le MEDEF, la COFAS, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, et ils organisent en France et dans le monde des colloques, des symposiums sur des sujets susceptibles de favoriser le développement de la représentation de la France dans les pays étrangers. Ils transmettent leurs expériences et analyses sur les problèmes des échanges extérieurs à tout le monde, que ce soit aux chefs d'entreprise et surtout aux étudiants. Nous avons une mission importante, c'est d'aider à la formation des jeunes, de les accompagner. Dans le cadre de la Guadeloupe, nous avons été à l'origine de la mise en place de VIE,
dans les postes d'expansion économique de la Caraïbe. Vous savez que dans les pays de la Caraïbe, que ce soit la Jamaïque, Trinidad, la Barbade, il y a souvent une ambassade et le bras droit de l'ambassadeur, c'est le conseiller commercial, pas un conseiller du commerce extérieur, ça c'est autre chose. C'est le conseiller commercial qui est là pour gérer les relations entre la France et le pays dans lequel il est basé. Mais savez-vous qu'il y a 20 ans, les conseillers commerciaux basés dans les pays de la Caraïbe, que ce soit la Jamaïque, que ce soit Trinidad, que ce soit la Barbade, que ce soit la République dominicaine, en Haïti, ne connaissaient pas la Guadeloupe. Alors, ils devaient promouvoir les intérêts de la France et les relations des entreprises françaises avec le pays dans lequel ils se trouvaient, par exemple la Jamaïque, mais ne pouvaient pas parler des entreprises guadeloupéennes parce qu'il n'y avait pas mandat à parler de cela. Et une de mes premières actions à la Chambre a été de faire organiser en Guadeloupe une réunion de tous ces conseillers commerciaux pour qu'ils puissent découvrir la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Alors, non, les chambres de commerce s'étaient fait forte de présenter les entreprises de leur circonscription afin que lorsque ce conseiller commercial basé à la Jamaïque aurait peut-être une suggestion à faire à des entreprises à la Jamaïque ou même au gouvernement français, aux entreprises françaises travaillant à la Jamaïque, pour que ce conseil commercial puisse intégrer aussi les atouts des entreprises guadeloupéennes. Alors, je vous donne un cas très précis. Je me trouvais à la Jamaïque au moment où Bouygues avait gagné un marché important où il devait construire des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes à la Jamaïque. Monsieur Ali, je crois qu'on a un souci d'écran. Je ne sais pas si je me trompe. Si c'est pareil pour tout le monde, oui, c'est bon. C'est revenu. Bouygues avait gagné un marché important. Et pour l'entretien de l'éclairage de cette autoroute, le patron de Bouygues que j'avais rencontré chez le conseil commercial me disait qu'il devait faire venir des techniciens de la métropole pour venir travailler à la Jamaïque. Et moi de lui dire, vous savez, il y a des techniciens en Guadeloupe, peut-être qu'on pourrait sous-traiter une partie de ce marché aux sociétés guadeloupéennes qui ont été à même très rapidement de quitter la Guadeloupe et de venir à la Jamaïque. C'est ça l'idée de mettre un réseau pour développer les opportunités qu'offre l'expertise du commerce extérieur. Alors, il s'agit aussi pour nous d'aider les autorités publiques à appréhender les marchés extérieurs. Maintenant, l'international bouge, beaucoup avec le Covid, avec les contraintes environnementales, avec le réchauffement climatique, la route de la soie, avec la guerre en Ukraine. Et maintenant, tout cela, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer si on n'a pas l'expertise du terrain. Et je suis ravi que Raïssa ait mentionné tout à l'heure l'activité du conseil commercial basé à la Guyane. Il n'y a pas meilleur expert pour aborder le Guyana que ce conseiller commercial français, donc qui connaît les atouts de la France, que ce soit au niveau des banques, au niveau des réseaux d'affaires, des chambres de commerce, etc. Ce conseiller commercial qui est basé en Guyane et qui veut approcher le marché du Guyana. Lui, il a surmonté toutes les difficultés que vous, chef d'entreprise, vous allez devoir affronter lorsque vous allez attaquer les marchés extérieurs. Les CCEF sont un atout gratuit, je précise. Parce que vous êtes bénévole. Ah oui, nous sommes bénévoles. Nous sommes nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre du Commerce extérieur, et on s'engage, on a une charte de déontologie, on a un règlement intérieur, et on s'engage à aider les entreprises à approcher les marchés extérieurs, que ce soit par le conseil, que ce soit par la formation, que ce soit par le parrainage. Donc voilà en gros ce que je pourrais vous dire pour ne pas être trop long, et je reste à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Alors, en tout cas, le message qu'il faut faire passer, c'est que vous êtes tout à fait disposé à aider, à accompagner, à coacher les chefs d'entreprise et qu'il ne faut pas hésiter à vous contacter. Alors, par le biais des conseillères qui sont basées en Martinique et en Guyane, sachez que vous pouvez justement avoir accès au réseau et au comité CCEF des îles et des territoires. Donc, en l'occurrence, Monsieur Ali, si je ne me trompe pas, il y a aussi un comité à Saint-Martin, me semble-t-il. Il y a une représentation en tout cas. Il y a une représentation à Saint-Martin, c'est exact. Voilà. Et bien, nous allons organiser une réunion
régionales avec Saint-Barth, Saint-Martin. On a déjà eu l'occasion d'organiser des réunions avec la Martinique et la Guyane aussi, mais on va Très reprendre, bien. avec le Covid, on avait un peu ralenti sur ce type de rencontres physiques, mais on va reprendre que ce soit en Zoom ou que ce soit en physique. D'accord, ben, c'est impeccable. Merci. Alors, puisqu'on arrive au bout des 15 minutes de présentation, je laisserai peut-être juste la question de Madame Christère Clairville, qui pose la question sur l'art, sur le secteur d'activité de l'art et les industries culturelles et créatives. Est-ce que vous savez, vous, dans le réseau des CCEF, s'il y en a qui sont spécialisés dans les industries culturelles et créatives? Je ne peux pas donner une réponse positive tout de suite, mais je suis quasiment certain qu'il y a des conseils commerciaux dans le domaine, des conseils du commerce extérieur dans le domaine de l'art. Et en tout cas, Voilà. je peux facilement le trouver. Vous pouvez lui donner mes coordonnées. Je vais contacter le comité national et les comités régionaux et je vais vous dire quelle serait la bonne personne à contacter si on veut approcher tel ou tel pays. Eh bien, merci beaucoup pour votre aide. On rappelle vraiment que c'est un réseau qui est national, donc on pourrait très bien trouver quelqu'un à Nantes qui soit spécialisé sur ce secteur d'activité, par exemple. Absolument, C'est absolument. ça. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je Je vous en prie. remercie pour votre intervention. Merci. Donc, c'est vrai qu'on a parlé des différentes missions des conseillers des CCEF. Et donc, en fait, nous allons continuer avec un autre réseau qui est vraiment, à ce moment-là, on va dire, innovant dans sa façon de communiquer, dans sa façon de fonctionner. J'en ai entendu parler par Madame Joachim, qui, bon, bien sûr, est en Guadeloupe, mais en réalité, le phénomène, il est international, il est mondial, parce que les îles sont partout. Alors, Audrey, merci de nous rejoindre cet après-midi pour nous présenter Island Innovation. Je pense que beaucoup ici sont curieux de savoir de quoi il s'agit et en quoi ce réseau peut les aider dans leur poursuite de leur aventure à l'international. Merci beaucoup Raissa et bonjour à tous. Merci pour l'invitation, je suis très contente de pouvoir représenter le projet, en tout cas aux îles françaises aujourd'hui. Donc merci pour l'opportunité. Donc qu'est-ce que Island Innovation est? Avant tout, c'est aussi une agence créative et semi-gouvernementale. Et en fait, on a fait le choix de créer en fait un espace mondial pour les îles virtuelles qu'on essaye maintenant de transformer en physique sur des actions sur le terrain. Mais l'idée est voilà, de créer cet espace pour les îles où on fait des choix durables, au-delà du développement durable, je veux dire, au niveau de l'environnement. C'est sur, voilà. Donc, nous, on a une équipe qui est mondiale. Donc, moi, je suis basée en Guadeloupe. En ce moment, je suis d'ailleurs en Martinique pour un événement de notre ambassadeur dans la ville du Lamentin. Mais notre mojo, c'est qu'il faut qu'on représente le monde. Donc, on a 4 langues parlées dans l'équipe. On est à peu près une quinzaine et on est un peu éparpillés dans le monde. On a du monde donc dans la Caraïbe, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud également, et une présence en Afrique. Et l'idée, voilà, donc là, je vais focaliser vraiment sur le comment voilà, take advantage du réseau Island Innovation. Mais Je précise juste que Audrey, c'est vrai que tu n'as pas pris le temps de se présenter, mais Audrey est complètement bilingue. Et si de temps en temps ça passe en version anglaise, il ne faut pas lui en vouloir, c'est tellement naturel. Mais j'espère que tout le monde comprend, bien sûr. Donc, n'hésite pas, Audrey, si jamais des fois ça switch sur l'anglais, ce n'est pas grave. D'accord, merci beaucoup. Oui, voilà, donc qu'est-ce qu'on essaye de faire en fait, c'est de créer en fait des moyens de communication entre les acteurs insulaires, ceux qui prennent les décisions au niveau politique, mais aussi les activistes, donc les ONG, les sociétés privées et les experts en recherche. Et l'idée, c'est voilà, de mettre en place toujours des canaux de communication où ces personnes peuvent communiquer. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que si on est un insulaire, s'il faut qu'on apprenne en fait à gérer une île, où est-ce qu'on l'apprend? Et je pense que c'est de ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui pensent et souhaitent évoluer de la même chose. Donc vraiment la mission que l'on souhaite, c'est vraiment créer cette espèce de chaîne maillon entre acteurs insulaires dans le monde. On va passer sur la prochaine, s'il te plaît. Aïssa.
Donc ça, c'est un peu des statistiques hein, de ce qu'on est. Donc sur les réseaux sociaux, donc on a réussi à créer ce réseau à travers une force digitale. C'était le moyen de créer du lien entre les îles de la Caraïbe, du Pacifique, les îles qui se trouvent dans le bassin méditerranéen, mais également la petite île de Falkland Island qui est en face qui est perdue dans le sud de l'océan Atlantique. Et donc aujourd'hui, on a sur nos réseaux à peu près 130 000 personnes sur les réseaux sociaux, 40 000 personnes sur la newsletter. On organise un événement annuel, qui est notre sommet annuel des îles en septembre, qui rassemble en tout cas 10 000 personnes sur une semaine, en sachant qu'une session, un webinaire accueille peut-être 500 personnes. Sur notre programme d'ambassadeurs, que je présenterai un peu plus tard dans la présentation, on a, là c'est même update cette année, on en a 600. Et en tout cas, les institutions qui sont les personnes qu'on invite à prendre parole sur les personnes de gouvernement, les gouvernementaux, on a à peu près 40 voix. L'année dernière, on a eu Mia Motley, par exemple, on a souvent le président des Fidji, on a eu le CARICOM, l'OSS qui viennent et qui participent à ces partages de connaissances. Et à peu près 50 partenaires institutionnels. On va parler là des universitaires et des centres de recherche qui sont sur la question du développement durable ou du développement insulaire, ou on va dire région excentrée. On passe à la suite. Merci, et pourquoi on a créé une agence créative. L'idée, c'était en fait, on souhaite juste donner la voix, aider à donner la voix à l'international aux entités insulaires. Donc, on développe des stratégies gouvernementales, un peu de lobbying, ça va de la communication au lobby, mais également on peut prendre part par exemple à des consortiums pour répondre à des appels d'offres, où là on va être la société qui va s'occuper des relations publiques. S'il faut répondre à un appel d'offres et avoir une stratégie de relations publiques et de communication à l'international. Et donc, on peut passer sur la prochaine slide. Je crois que ce sont les différentes... ça, c'est notre équipe caribéenne pour mettre un peu des visages sur tout le monde. Donc, il y a moi, il y a Nessa qui s'occupe de la partie créative, les project managers, qui est à Sainte-Lucie, Christian est au Venezuela, c'est notre chief of staff, Stacy qui s'occupe des ambassadeurs et est à la Barbade, Abia qui est des project managers qui est à Trinidad, et Linda qui est à Saint-Martin et qui s'occupe de la stratégie marketing de la société. Donc ça, c'est un peu pour apporter un peu de visage sur une équipe qui est totalement virtuelle. Il faut savoir que, par exemple, je ne les ai jamais rencontrés et on arrive tous à travailler de manière très, très efficace. Justement, c'est un très beau modèle à voir. Oui, mais absolument. voilà, donc, et on a des expertises en communication, relations presse, relations publiques, project management, event et community management. On fait des programmes également d'activisme avec des fondations. On va à la COP et évidemment sales et technique au niveau virtuel. Donc ça, c'est pour aller très vite sur l'expertise. Là, maintenant, on pourra passer sur comment prendre avantage, si on peut passer sur la prochaine slide, s'il te plaît, la prochaine encore, sur comment on peut aller prendre avantage du réseau Anna Innovation. Donc, très, très simple, hein. On a créé en fait des groupes sur les réseaux sociaux. Donc, on a nos groupes, il faut savoir, on a les pages officielles de la boîte, mais on a créé des groupes de communication, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans le groupe et on peut publier son contenu aux 5000 membres. Donc, ça marche beaucoup pour ceux qui ont des associations, ça marche beaucoup pour ceux qui ont des sociétés privées qui cherchent à faire un peu de pub. L'idée, c'est que comme on ne veut pas faire de pub sur les newsletters, on a créé ce groupe d'expression libre, tout simplement. Donc, tout le monde a le droit de publier son contenu
et les 5000 membres sont accessibles. Et d'ailleurs, le petit tip, c'est que quand on va, donc là j'ai mis en fait, on a accès au contact, c'est-à-dire qu'il est dans la barre de recherche du groupe, j'ai tapé par exemple le mot business, vous pouvez taper renewable energy, et là vous aurez la liste des gens qui auront ce mot dans leur titre, dans leur job, et les contacter. L'idée, c'est être proactif, et nous, on est très dans la proactivité. Et en fait, on aimerait que les gens se connectent, envoient un message et dire bonjour, je suis de la Guadeloupe, je fais telle chose, je cherche des contacts sur notre île qui fait telle chose. Et c'est pour ça qu'on donne accès à ce groupe. Donc, il y a le LinkedIn Group où on invite à tout le monde à se connecter, à partager leur contenu, à faire savoir ce qu'ils font. Et il y a aussi le Facebook qui est la même chose, c'est la slide d'après, qui a la même vocation, c'est à donner de l'espace libre. Et là, il y a une photo, c'est trop petit, je suis désolée, mais c'est un projet sur une île d'Afrique, et c'est quelqu'un qui a fait des fours avec des panneaux solaires. Et donc, ça a créé tout un engouement de tout le monde. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça a été contacté par des gens j'ai vu des gens de la Caraïbe, du Pacifique qui ont commenté. C'est sympa. Et en fait, ça permet de créer du lien avec des gens peut-être qu'on n'aurait jamais, à qui on aurait parlé avant. Donc voilà, c'est espace libre. On a également en fait une partie où on invite à nous envoyer leur communiqué de presse, leur blog et tout ce qui est article de fond pour que nous, on les relaie sur notre newsletter. On a cette newsletter de 40 000 personnes. On cherche à savoir qui fait quoi dans les îles. Et donc, à nous inviter, à nous envoyer si vous avez des nouvelles, de manière, on aimerait juste que ça soit donné de manière facilement partageable. Donc, si c'est un contenu qui est écrit, que vous avez un blog, nous envoyez le lien. De préférence, alors la seule chose, c'est qu'effectivement, on est un réseau international, donc le contenu, il faudra qu'on le traduise, mais si il y a un petit effort pour nous faciliter, que ce soit bien que ce soit en anglais, parce que l'audience va lire, on est vraiment sur le monde, donc c'est la langue du monde. Donc, on encourage, et je le dis encore à l'audience française, à vraiment faire un effort à être bilingue ou trilingue pour avoir accès au monde. Donc, on peut passer et on a nos événements annuels. Donc, cette année, on vient de clôturer notre forum sur la finance du développement durable pour les États insulaires, qui est en partenariat avec la société PwC Caribbean, qui est une société de consulting qui est là pour aider les entreprises à prendre des choix, en tout cas durables. Et on a 10 jours voilà, de sommets annuels sur les îles, où en fait, sur ces deux événements, on a des sessions de networking tous les jours, où on invite les gens en fait à discuter entre eux. Et donc, c'est là qu'on peut se faire des contacts assez facilement. On a pas mal de ambassadeurs, en tout cas, sont fans de ces sessions parce qu'ils peuvent juste networker avec des gens un peu partout dans le monde et on essaye de faire des tables de thèmes également pour essayer de guider les personnes durant les sessions de networking par thème d'affinité. Donc ça, c'est un peu les événements, les activités que l'on a durant l'année. Et cette année, on aura également notre premier sommet physique sur l'île de Madère sur l'investissement sur la Blue Economy avec le gouvernement de Madère. Voilà, pour la première fois, en premier événement, on aura sûrement un événement également à Curaçao. Et alors, donc là, je vais prendre un peu de temps pour parler du programme d'ambassadeur, où c'est vraiment la matérialisation du réseau. Chaque année, on recrute entre 400 et 600, là, cette année, on a touché les 600 personnes pour se rencontrer 1 à 2 fois par mois, pardon, et on va les entraîner sur certains sujets. Je vais vous présenter, pour passer sur la slide d'après, s'il te plaît. Et donc, les ambassadeurs sont en fait des représentants de leur île, de leur communauté. Ils peuvent habiter sur une île, venir d'une île et vivre sur d'autres territoires.
ou croient au développement des îles. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus large réseau possible. On cherche des gens qui croient à la proactivité, qui sont engagés dans leur domaine, engagés pour un monde meilleur, engagés pour une île qui crée de la croissance, ouvert d'esprit et qui souhaite collaborer avec les autres. Et donc, c'est chaque année. Là, on est en plein programme. Passer sur la Facette suivante. Pardon. Et comment ça se passe, ce programme d'ambassadeur? Alors déjà, il est gratuit, hein, on rentre et on a accès à ce qui se passe, c'est que par exemple, nos ambassadeurs, donc ils nous aident à faire la promotion de nos actions, de nos événements, et s'ils ont envie en fait de créer du contenu, nous, on repartage ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, je suis en Martinique, par exemple. On a notre ambassadrice Déborah Lenoc qui a fait un colloque ce matin à la mission locale de la Martinique, a invité une société qui va mettre en place c'est un peu une espèce de baleine gonflable en termes de cargo, en fait, c'est des cargos, des nouveaux cargos gonflables. Et les a présentés aujourd'hui à la mission locale de la Martinique et les a fait venir de France. Et on a eu des représentants de la collectivité. Et en fait, je suis là aujourd'hui pour être avec elle, documenter son initiative, ce que l'initiative de cette société privée fait, l'impact que ça peut avoir sur les technologies, sur les transports, sur insulaires, et en fait les retranscrire pour elle sur notre réseau. Donc on va faire un article, je vais faire un peu de réseaux sociaux sur elle, faire une interview pour montrer un peu ce qui se passe en Martinique, mais voilà, que l'audience sera internationale à travers nos ambassadeurs. Donc c'est vraiment un échange de visibilité, de contenu, et on leur donne la possibilité, voilà, de prendre prendre part en fait à cette mission globale que l'on a de faire des choix durables pour les îles en fonction. Et donc elle a une association. Donc nous on va faire en sorte de la mettre en valeur sur notre réseau. Donc voilà, c'est un échange de contenu et de connaissances. On peut passer sur la prochaine. Donc voilà, ça c'est des chiffres du programme de cette année. Donc on s'est rendu compte que on avait 600 ambassadeurs. Ah oui, ça va un petit peu trop vite, trop lentement. Oups, pardon. Ah, merci. Donc, on a 600 ambassadeurs cette année qui représentent 130 pays et 400 îles. Donc, à plusieurs formats différents. Donc, on aura la petite île peut-être américaine. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Martha Island où habite, par exemple, Barack Obama. Il y a quelqu'un qui vient de là, mais ce n'est pas une île indépendante. Ce sera une île américaine. On aura également des îles du Pacifique, on aura les îles françaises. On a de plus en plus d'ambassadeurs français, je suis très contente, et des ambassadeurs des îles caribéennes également présents. Donc c'est là, d'ailleurs, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'îles avant que je rentre sur Allen Innovation, mais voilà, on a bien répertorié à peu près des milliers d'îles sous divers formats administratifs et des innovations et je pense qu'on peut, voilà, on peut prendre en tout cas exemple. Et en fait, le truc, c'est qu'on a créé dans ce réseau d'ambassadeurs une chaîne, on a un groupe Facebook, on a une chaîne Slack et on a également une chaîne WhatsApp. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, dans ma vie, je sais que n'importe où, dans n'importe quelle île où je vais aller maintenant, j'aurai jusqu'à envoyer un texto et demander est-ce qu'il y a un ambassadeur, qui est l'ambassadeur de cette île? Et il y aura toujours quelqu'un pour m'accueillir parce qu'il sera ambassadeur à l'Innovation. Et l'idée, c'est justement de faire partie de ce réseau et dire bon, ben, je suis en Martinique. Il y a qui en Martinique qui fait partie de l'Innovation? Et c'est un peu comme, je ne sais pas, je dirais c'est un peu comme le Rotary, peut-être il y a des espèces de réseaux internationaux, sauf que là, on est sur des insulaires. Donc, c'est l'objectif, on garde cette ancienneté. On peut passer sur la prochaine slide. Et donc, là, c'est un peu les thèmes abordés durant l'année avec donc chaque mois avec nos ambassadeurs. Donc, on va
on aura des sujets comme le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable sur une île? Qu'est-ce que c'est la blue economy? Qu'est-ce que c'est maintenant d'être la finance du développement durable? On va donner certaines clés, on va parler des moyens de financement, on va travailler aussi sur la communication, on va donner un entraînement sur des outils de communication pour un changement social sur son île. Et également comment créer une communauté, comment networker, qu'est-ce que c'est l'inclusivité. Donc, on aura également, par exemple, un entraînement sur qu'est-ce que c'est la COP. Et si vous voulez participer à la COP, que c'est tout à fait possible, on n'a pas besoin d'être une entité gouvernementale pour aller sur des gros événements internationaux. Ce sera un peu les topics de l'année, passer sur la prochaine. Et donc voilà, les ressources des ambassadeurs, on aura un portal, on aura quelqu'un qui sera donc en permanence présent pour des questions, mettre en relation avec quelqu'un d'autre, et on aura des meet-up et des trainings chaque mois. Passer encore sur voilà. Donc je rappelle que voilà, pourquoi on existe. On existe pour donner la voix à chacun. Donc, que ça soit une entité gouvernementale, que ça soit une entité privée, un activiste, une association, qu'il ait cette opportunité de faire porter sa voix au-delà de ses frontières et d'avoir accès également à des modèles similaires, insulaires, et à une communauté qui croit au développement insulaire à large échelle. Et voilà, vous pouvez me contacter sur absolument tous les réseaux, mais surtout sur LinkedIn. Et mon adresse mail est présente juste là, donc je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez besoin. Voilà, merci beaucoup Audrey, très instructif. Donc ça veut dire qu'en Guadeloupe, en Martinique et même en Guyane, parce que bien sûr ce n'est pas une île, mais je pense qu'on a des problématiques et des enjeux communs, on peut tout à fait se connecter à votre réseau et imaginons qu'on soit universitaire et qu'on cherche des partenaires pour conduire des travaux sur d'autres îles, on peut passer par Allied Innovation et de même, un chef d'entreprise qui cherche à répondre à un appel d'offres dans la région Caraïbes, dans le bassin de plateau des Guyanes, par exemple aussi, pourrait trouver des personnes qui complètent son offre en termes de compétences, en termes de connaissances. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Très bien. Est tout à fait de les aider à trouver des bonnes personnes. Ouais. Voilà, contre le consortium. Parfait. Très bien. Ben, merci beaucoup Audrey pour cette présentation. Merci. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à Fatoumata Issa Alzouma de The Box Caraïbes. Merci beaucoup. Alors, pour le coup, je vais te laisser te présenter si tu veux bien et puis ensuite, on passera à la présentation. Merci. Oui, merci Raïssa. Bonjour à tous. Donc, je suis Fatoumata et donc je dirige l'incubateur de start-up The Box et plus particulièrement la partie Caraïbes. Donc, nous sommes basés sur la Guadeloupe. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter un petit peu The Box et comment on en est arrivé là. Et puis après, bien sûr, comme c'est la partie qui nous intéresse, je ferai un focus un peu plus important sur la partie internationalisation et le réseau. Donc, The Box, c'est un incubateur et accélérateur et maintenant hub d'innovation, parce que je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, nous avons plusieurs hubs qui a été créé pour les startups et pour les grands groupes. Alors, il y a une vraie spécialisation sur toute la partie supply chain, maritime, logistique, mobilité, parce que nous avons été fondés par un grand groupe qui est expert dans ces secteurs-là. Et puis derrière, nous avons aussi rajouté tous les sujets liés à l'énergie et plus globalement toutes les startups innovantes qui ont en tout cas une dimension et un impact tech qui soit assez fort. Donc c'est vraiment ce qui nous différencie d'autres incubateurs. On a un vrai focus sur la partie tech. Donc la petite origine, on a été fondé en 2018 par le président directeur général du groupe CMA-CGM.
Et parce que l'innovation avait toujours été au cœur de la stratégie de CMA-CGM. Et l'idée, c'est que pendant longtemps, le groupe a supporté d'autres initiatives comme le carburateur à Marseille et d'autres accélérateurs. Et puis, ils se sont dit pourquoi pas créer notre propre réseau d'incubateurs. Et donc, The Box a été ainsi créé comme étant un outil, en tout cas, au service de l'innovation, aussi bien pour les startups que pour les grands groupes. Et quand je dis pour les grands groupes, c'est que depuis la création, nous avons 17 grands groupes partenaires qui nous ont rejoints. Donc, il n'y a plus la CMA CGM uniquement. Donc, l'idée un petit peu, c'était au fur et à mesure de l'évolution du projet The Box, c'était vraiment d'avoir cette ambition d'ouverture internationale et donc de devenir un peu une référence, en tout cas, sur le développement des innovations durables dans le domaine de la supply chain, hein, donc comme je vous expliquais, mais on s'est rendu compte qu'il y avait de l'intérêt dans pas mal d'autres secteurs, tant qu'il y avait de belles technologies et de belles innovations. Donc, on s'est ouvert à toutes les industries innovantes. Et depuis la création, donc je vous dis en 2018, en 2021, The Box a rejoint le réseau des incubateurs Green Tech. Donc, on a été labellisé en 2021, ce qui fait qu'à ce jour, nous supportons et accompagnons 15% de projets. Et ils sont sélectionnés vraiment parce qu'ils ont cette démarche, en tout cas, en faveur de l'environnement et parce que on va dire que tous les enjeux que nous voyons en ce moment se mettre en place font quand même de la question de la durabilité un point essentiel. Et donc, on a essayé aussi, en tout cas, de s'engager dans cette voie-là et de pouvoir donc accompagner 15% de projets avec cette démarche en faveur de l'environnement. Voilà. Donc, les principales missions de The Box, ça va être de la mise en relation entre les startups et les grandes entreprises, hein, parce que il y a de très beaux projets, mais souvent les startups sont bloquées, en tout cas ralenties, on va dire, dans leur développement par la recherche de clients. L'idée, nous, c'était de se dire, tiens, si on arrive à faire le parallèle et le bon match entre les deux, le grand groupe peut bénéficier des avantages et des avancées technologiques de la startup qui vont toujours un peu plus vite que si c'était développé en interne par leur service R&D ou innovation. Et puis, d'un autre côté, la startup a tout de suite, on va dire, le soutien, en tout cas, d'un premier bon gros client. Donc, ça, c'est vraiment la mission principale qui se décline donc à plusieurs niveaux, qui est bien évidemment d'accompagner donc les startups et les projets qu'on a sélectionnés dans tout leur stade de développement pour pouvoir justement que celles qui ne sont pas encore assez matures puissent atteindre le niveau de maturité requis pour pouvoir approcher des clients et travailler avec des grands corporates. Et puis ensuite, on essaye aussi, bien sûr, d'accompagner au mieux les entrepreneurs dans l'exécution de leurs projets, accélérer leur croissance, notamment à l'international. Donc, on reviendra un petit peu là-dessus. On les aide aussi dans le recrutement des talents, parce que plus le projet avance, plus les équipes grossissent. Et puis, la partie recrutement est quand même un point sensible important, en tout cas, au niveau des startups. Et puis, ils commencent toujours avec de toutes petites équipes. Donc, ils ont vraiment besoin de tout de suite cibler les bons profils, en tout cas, pour les bons postes. Et puis, évidemment, on les aide aussi à trouver des fonds et donc à accélérer, en tout cas, toute la partie financement et accompagnement dans leur levée de fonds. Et pour en revenir aux partenaires donc, de la première mission, eux, on les accompagne dans leur stratégie d'innovation, donc soit au travers des startups, soit au travers de travaux qu'on va faire avec eux pour mieux repenser leur stratégie d'innovation et pouvoir intégrer, en tout cas, dans leur fonctionnement, soit dans le cœur de métier, soit dans les services annexes qui entourent le développement de la société, sur les points critiques et pouvoir apporter on va dire de la digitalisation en tout cas et de l'innovation dans leur process. Donc, on peut passer à la slide suivante, Ressa. Donc, l'accompagnement des startups se fait via 3 programmes. Donc, le premier programme qui s'appelle Immerse. Là, je rejoins Madame Joachim et c'est vrai qu'on pousse en tout cas tous nos entrepreneurs à être assez confortables et à l'aise avec l'anglais parce que autrement, ce sera très difficile pour eux en tout cas d'aller chercher de nouveaux marchés ou de pouvoir s'internationaliser. Donc, c'est très important. Et
on essaye en tout cas de forcer un petit peu la main, on va dire, en faisant tous nos programmes et tous nos supports en anglais, donc ça les pousse un petit peu. Et puis bien sûr, ceux qui sont en difficulté, on leur trouve des cours et du soutien à ce niveau-là. Donc le programme Mimer, c'est un programme qui est entièrement gratuit parce que certains entrepreneurs, lorsqu'ils commencent, n'ont pas de fonds, sont sur de faibles fonds propres. Et donc l'idée, c'est vraiment quand ils sont au tout démarrage du projet et qu'ils ont besoin de tout structurer, en tout cas, c'est de leur apporter le niveau essentiel d'expertise pour pouvoir au moins se structurer sans avoir à dépenser déjà des fonds sur l'idéation et sur la mise en place d'un projet. Ensuite, nous avons le deuxième programme qui s'appelle Ignite. Donc ça, c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs qui développent donc un projet porteur d'innovation, qui ont passé, on va dire, vraiment le stade d'idéation et de pensée du projet, qui sont déjà immatriculés, donc qui sont déjà une entreprise. Et ce programme-là va durer entre 12 et 18 mois. Donc, ça inclut l'hébergement dans les locaux, un accompagnement personnalisé sur toutes les bases du projet, des experts marchés, le recrutement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, préparer la première levée de fonds en tout early stage. Et il s'adresse aussi à tous les entrepreneurs, en tout cas, qui ont besoin d'avoir, on va dire, un programme un peu plus musclé, en tout cas vraiment quotidien sur toutes les phases de développement de leur projet. Et puis d'être en fait dans ce programme-là leur permet aussi d'avoir accès à des infrastructures tests lorsqu'ils développent une solution, en tout cas qui parle à un grand groupe, à un industriel qui fait partie de notre réseau de partenaires. Voilà, ça leur permet de pouvoir aller tout de suite confronter leur idée sur le terrain et de pouvoir gagner du temps, on va dire, sur toute leur partie R&D. Le second programme, le dernier programme, pardon, le troisième, c'est ce qu'on appelle, nous, le programme... Ah, on allait un petit peu trop vite. Le programme Accelerate. Donc ça, c'est vraiment la phase d'accélération. Et l'engagement de The Box, en tout cas, au travers de ce programme d'accélération, c'est de leur garantir la réalisation de proof of concept avec les partenaires selon le secteur d'activité, bien évidemment. Mais voilà, cette phase-là est vraiment de passer de 1 à 10 clients, contrairement à la phase d'avant où ils sont vraiment dans la faisabilité du projet, dans la recherche du premier client. On peut passer. Donc voilà, globalement, quel que soit le programme que les entreprises choisissent, elles ont accès donc à la plateforme en ligne, les événements, les ateliers. On essaie d'organiser pas mal d'événements sur nos sites. Ils ont accès à la communauté Capital Risque de The Box pour ceux qui commencent à aller sur la partie financement de leur projet. Ils ont accès donc à du mentorat, à des experts qualifiés, accès à de grandes entreprises qui ont des besoins en solutions par l'intermédiaire donc des startups et des partenaires de The Box. Ils ont accès, bien sûr, à un espace de travail dans chacun de nos hubs et tout un tas d'avantages qui partent du réseau The Box. Typiquement, ça va être beaucoup de logiciels de services dont pas mal de startups se servent. Donc voilà, nous, on négocie avec les grands noms de ces logiciels-là pour pouvoir faciliter l'accès et surtout négocier des tarifs pour nos entrepreneurs. Donc voilà, c'est là, bon, on peut passer rapidement là-dessus, mais voilà, ça, c'est les différents sujets innovation sur lesquels on travaille avec nos corporates. Et puis, on essaye à chaque fois dans chacune des verticales, des cadres verticales, des cadres thématiques, d'aller puiser les startups qui soient les plus performantes, en tout cas, et les plus pertinentes pour répondre à toutes ces problématiques-là qui sont finalement celles qu'on retrouve le plus souvent dans tous les grands groupes, quel que soit leur secteur d'activité. Donc voilà, c'est typiquement donc le hub principal de The Box, c'est celui qui est basé à Marseille. Je vous explique ça rapidement une fois et puis ce sera pareil, vous verrez sur tous les autres hubs, on ne reviendra pas dessus. Donc ils ont accès à des locaux qui sont ouverts 7/7. Ils ont tout ce qu'il leur faut en matière d'infrastructure pour pouvoir travailler sereinement. Et puis évidemment, au démarrage, beaucoup n'ont pas de bureau, donc c'est important aussi pour eux d'avoir un endroit et puis aussi de ne plus être seul, parce que la solitude de l'entrepreneur est quelque chose d'assez important et donc de pouvoir être dans un endroit avec d'autres entrepreneurs, ça permet de créer de l'émulation et puis de belles synergies et de belles connexions entre eux. Donc, on va faire un focus un peu plus important sur le second hub
donc, qui nous intéresse plus particulièrement, hein. C'est notre hub qui est basé sur la Guadeloupe. Merci Raissa. Donc, nous sommes en Guadeloupe, basé sur le boulevard de Jarry. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc, nous avons voilà, une assez belle et grande surface pour pouvoir permettre aux entrepreneurs donc, de pouvoir venir travailler ADN, hein, comme ça a été le cas sur Marseille. On propose l'espace. Je peux vous proposer de désactiver votre vidéo parce qu'apparemment la bande passante est assez compliquée. Ah oui, effectivement. Je vais désactiver la vidéo. Hop. Est-ce que c'est un petit peu mieux? Pour l'instant, ça va. C'est revenu? Bon, très bien. Et donc, voilà, donc j'en étais à The Box Rave. Alors, je n'ai plus l'affichage de l'écran, mais bon, je pense que vous avez toujours l'affichage de l'écran de Raissa. Oui. Oui, bon, très bien. Alors, donc, idéalement, ça a été évidemment de s'installer sur la partie francophone, parce que c'était vraiment le premier coup d'essai, mais de se dire on est basé sur une partie francophone, mais avec une belle ouverture sur d'autres zones. Et donc, sur la zone Caraïbe, on s'est rendu compte qu'il y avait de gros enjeux de transformation et de belles opportunités autour de la logistique et des transports, mais aussi de développement durable. Et c'est pourquoi, donc, en fait, on a décidé d'ouvrir le hub sur la Guadeloupe, mais avec un rayonnement orienté Caraïbes. Donc, l'idée était de soutenir évidemment l'entrepreneuriat local, mais dans toute la Caraïbe, hein, parce que c'est bien pour ça qu'on est réunis en ce moment, parce que c'est un tissu dynamique en plein essor. Et puis, ça permet aussi d'accompagner le développement de toutes les startups du réseau The Box qui souhaitent se lancer sur le territoire de la Caraïbe. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouvel espace, on permet en fait aux espaces déjà créés, donc là typiquement celui de Marseille, de pouvoir venir tester le marché sur ces nouvelles zones-là. J'ai des petites coupures de réseau, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ça va pour l'instant, allez-y. Parfait. Donc j'en étais à la Caraïbe qui nous intéresse. Donc, on accompagne les porteurs de projets locaux et dans toute la Caraïbe, on les aide à explorer donc tous les marchés au potentiel incroyable qu'on connaît et dont on discute depuis le début de ces ateliers-là. Et c'est également aussi un avantage pour les startups que nous accompagnons partout dans le monde, en tout cas, de pouvoir vraiment, en étant incubé une seule fois, on va dire, à The Box, de pouvoir vraiment avoir cette ouverture parce que derrière, donc, après avoir ouvert la Guadeloupe, nous avons ouvert sur les États-Unis. Donc, nous avons un troisième hub qui est basé sur Arlington, donc aux États-Unis. Et cette troisième ouverture, en fait, montre vraiment la dimension et l'ambition de l'internationalisation. Et puis, dans le développement de solutions innovantes, parce que finalement, il n'y a pas tellement de frontières à l'innovation. Et principalement, le marché américain représente quand même une taille importante pour toutes les startups qui sont ambitieuses. C'est un gros terrain de jeu par sa taille, par sa maturité et puis par son expertise de business innovant. Donc, encore une fois, on a commencé à Marseille ou en Guadeloupe et puis on se dit, notre solution pourrait très bien plaire aux Américains. Tiens, on va aller s'installer quelque temps dans le hub qui est à Arlington et puis on va pouvoir faire notre petite étude de marché avec toujours l'appui et le soutien des experts dans tous les hubs. C'est le même accompagnement qui est fourni aux startups et en fait, avec un seul on va dire, avec un seul badge d'accès, en tout cas, on peut vraiment se déplacer dans tous les hubs de The Box et pouvoir aller tester du coup de nouvelles opportunités de marché sur de nouveaux territoires. Et puis enfin, le quatrième hub physique qui a ouvert, donc c'est The Box West Africa, donc qui est basé sur Abidjan et qui va avoir un focus, un rayonnement sur toute l'Afrique de l'Ouest, donc francophone et anglophone, bien sûr, et puis se dire que
on bénéficie en tout cas d'une position stratégique au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, qui est une principale puissance économique d'Afrique de l'Ouest et dont on entend vraiment parler beaucoup en ce moment et qui a beaucoup de potentiel. Il y a l'un des plus gros ports d'Afrique de l'Ouest qui est situé, et puis le potentiel entrepreneurial du pays en fait est très très fort, et ça manquait un petit peu de structure spécialisée d'accompagnement. Donc c'est pour toutes ces raisons en tout cas qu'on a fait le choix de s'installer là-bas. Et donc, idéalement, toutes les startups qui ont des vues sur l'Afrique peuvent, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, passer de la Guadeloupe à l'Afrique de l'Ouest demain, parce qu'évidemment, hein, toutes les passerelles sont possibles entre les structures. Et c'est d'ailleurs la promesse qu'on fait et l'avantage du réseau, en tout cas de The Box, avec cette ambition-là de s'implanter un petit peu partout. C'est vraiment de donner accès à plein de territoires en une seule fois, et sans avoir forcément besoin de dépenser énormément d'argent, d'avoir à trouver des lieux, le réseau, les experts sur place, etc. Nous, on les a déjà au sein de The Box. Très bien. Donc, voilà. On arrive à la slide avec le réseau international. Donc, voilà, tous les donc partenaires et les logos. Voilà, exactement. Donc, ça, ce sont tous les partenaires. Hein, donc, c'est vraiment varié. Il y a plusieurs types d'industries. On a du conseil, on a de la banque, on a de gros industriels, beaucoup de gens dans l'énergie, qui sont aussi les focus sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous cherchons des startups. Et puis, au-delà, tu peux passer à la slide suivante. Hein, c'est vraiment informatif. Donc voilà, au-delà de la partie vraiment corporate, on a aussi tout un écosystème autour de l'innovation qu'on met en place autour de nos hubs et qui nous accompagne. Donc beaucoup de fonds de capitaux, la French Tech, les universités, etc. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment tout le réseau en tout cas auquel on doit toutes les entreprises qui rejoignent The Box. Très bien. Donc, quelques chiffres clés? Voilà, donc grosso modo, hein, depuis le lancement donc en 2018 par un tout premier hub à Marseille, aujourd'hui on est à 4 hubs dans le monde. On est passé à 36% de startups dans le secteur de la green tech. On a accompagné donc plus d'une centaine de startups. Il y a eu plus de 100 collaborations initiées entre les startups et les grands groupes, et on arrive à un total de 235 millions d'euros de fonds qui ont été collectés par les startups. Donc ça, on est vraiment très content parce que c'est vraiment là où le bas blesse, hein, on va dire, et là où les startups sont souvent en difficulté. Et puis, on a commencé par un partenaire, et puis aujourd'hui, nous sommes à 17 entreprises partenaires du réseau The Box. Et puis, les petites actualités, hein, on n'arrête plus l'expansion, ça marche aussi bien. Donc, voilà, on a annoncé la semaine dernière, lors d'un événement à Paris, l'ouverture de 2 nouveaux hubs parce qu'on n'avait pas encore de pied sur l'Asie. Et puis, Singapour est une zone très, très, très dynamique. Et donc, voilà, on va avoir un The Box à Singapour et un The Box à Manchester pour avoir vraiment on va dire un appui supplémentaire sur la partie Europe, hein, où on se rend compte qu'il y a énormément de startups et énormément de demandes. Donc, en plus du hub qui couvrait l'Europe, on va ouvrir aussi le hub de Manchester. Et puis, on a décidé aussi au-delà de chercher via les partenaires de fonds d'investissement, etc., de business angel, de créer finalement nous-mêmes un fonds. Donc, il y a le lancement de The Box Ventures qui va nous permettre de pouvoir investir directement dans les startups qu'on accompagne, parce que des fois, elles ont beau avoir des super dossiers. On sait que localement, en tout cas sur nos territoires, les premières difficultés qu'elles me remontent, c'est on n'a pas accès à beaucoup d'investisseurs. Donc, l'idée, c'est aussi de rééquilibrer un petit peu autour de nos différents hubs. Hein. Sur l'Europe et les États-Unis, elles arrivent à lever des fonds et de gros montants, et c'est super, mais on se dit, voilà, comment on pourrait, nous aussi, essayer d'équilibrer et pallier à ça sur les autres hubs qui ont accès moins facilement, en tout cas, à des investisseurs ou à des très gros montants dont elles auraient besoin. Donc, voilà, on a lancé The Box Ventures. Et puis, pour continuer dans la partie et pousser le côté Green Tech, le groupe CMA-CGM a lancé il y a un mois un fonds énergie doté de 2 milliards d'euros pour supporter et accompagner toutes les startups, quelles que soient où elles sont, et qu'elles soient d'ailleurs dans le réseau The Box ou pas, qui ont en tout cas des solutions de décarbonation et qui réfléchissent à des énergies nouvelles ou tout simplement à des énergies qui nous permettent de gagner en durabilité. Donc voilà, elles peuvent répondre, elles ont déjà commencé à répondre à l'appel à projet, et puis ces fonds sont en partie en plus gérés par BPI.
Donc, il y a l'habitude hein, de recevoir les startups et de traiter les dossiers pour pouvoir voilà, être financé sur la partie. Alors, ça coupe un petit peu. On Voilà. parle bien de la banque de la BPI, Ah. hein? Oui? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et puis, bon, bah, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que au niveau du quart d'heure entre les petits pois que technique, on doit y être. Donc, voilà, après, bah, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon mail dans le chat pour ceux qui en auraient besoin. Donc, voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Oui, je rappelle encore que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat, vous pouvez les poser. Le cas échéant, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à vos conseillères internationales sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pour avoir les coordonnées des intervenants. Alors, je rappelle quand même que ces interventions seront ensuite disponibles en replay sur nos réseaux YouTube des chambres de commerce. Donc, vous n'hésitez pas. Et dans tous les cas, l'idée, c'est effectivement de partager et de communiquer entre nous. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter aussi. Bon, voilà, Audrey a parlé de LinkedIn où elle était toujours disponible. Ça fait partie des réseaux. Alors, on va passer à la présentation suivante. Donc, ça sera vraiment 5 petites minutes. C'est une petite vidéo que je vais vous passer qui est effectivement, comment dire, une présentation de Stéphanie Ledevea qui est comment dire, aujourd'hui directrice de Stratexio. Donc, je vais vous passer la vidéo de suite. Vous me donnez juste un petit instant que je fasse le nécessaire. Alors, petite précaution d'usage. Voilà. Voilà, en prenant soin d'optimiser effectivement l'audio. Et je pense que ça va démarrer dans un instant. Vous me direz si vous entendez bien. Bonjour et merci de m'accueillir pour vos rendez-vous de l'international. Je suis ravie de participer à cette session avec vous aujourd'hui, malheureusement à distance, mais en tout cas ravie de cette invitation. Je suis donc Stéphanie Ledevea de Piquet et je dirige l'association Stratexio qui a été créée par le MEDEF et plusieurs organisations patronales et professionnelles, dont les CCI, l'OSCI, MEDEF International, France Industrie. Alors aujourd'hui, Stratexio, ce sont une vingtaine de clubs présents sur l'ensemble du territoire, métropolitain et outre-mer, puisque nous avons créé un club à La Réunion en septembre 2022, qui rassemble près de 300 chefs d'entreprise qui ont participé au dispositif, entourés d'un réseau de 130 experts accrédités, tous spécialistes du commerce international ou d'anciens dirigeants qui ont eux-mêmes internationalisé leur entreprise. Le programme s'adresse aux dirigeants qui souhaitent accélérer, structurer leur approche du commerce international et donc structurer leur stratégie de développement international. Il est organisé sous forme de club. Les dirigeants participent aux sessions collectives et avec un suivi individuel. Donc chacune de ces entreprises participe à raison d'une journée tous les 2 mois aux sessions de club et suivi également par un référent qui fait un audit stratégique sur la maturité de développement de l'entreprise et lui préconise un certain nombre d'expertises pour pouvoir l'accompagner dans sa structuration de développement international. Les entreprises présentes aujourd'hui dans le dispositif sont principalement industrielles, mais nous avons également des entreprises de services, puisque nous accompagnons aussi des clubs pour des fédérations particulières, notamment la fédération Numéum ou encore la fédération de l'ameublement. Nos clubs sont principalement géographiques, mais également sectoriels, puisque fort de ces fédérations, nous les accompagnons spécifiquement sur leur outil d'accompagnement international. Mais enfin, des clubs également en zone géographique, puisque nous avons un club Chine. Aujourd'hui, l'accès à un club, c'est également l'accès à un réseau de plus de 300 chefs d'entreprise et puis un réseau d'experts spécifiques, techniques, mais également des événements nationaux puisque nous organisons des interclubs avec des personnalités du monde économique ou politique et aussi des nouvelle initiative des consortiums économiques portés par des adhérents de Stratexio qui agrègent autour d'eux une offre complémentaire à la leur pour adresser un marché commun. C'est également l'accès à des avantages particuliers de nos partenaires que nous verrons un petit peu plus tard et puis surtout l'ensemble de l'écosystème mobilisé
pour la réussite des entreprises et des opérations internationales des dirigeants. Grâce au réseau du MEDEF, évidemment, les patronats à l'étranger, le réseau des douanes, les ambassades de France, mais aussi tous les acteurs publics, évidemment, de l'accompagnement international, que sont la Team France Export, Business France, BPI, bien sûr, pour tous les volets financement des projets des entreprises, et puis l'accès au patronat présent à l'international, qui permettent d'accéder à de multiples contacts intéressants pour les entreprises. Donc le programme est à 4 500 € hors taxe par an. Il est éligible au fonds formation puisque nous sommes accrédités Calliope, mais également à différentes autres solutions de financement que nous verrons un petit peu plus tard. Le déroulé d'une journée, les dirigeants se retrouvent entre eux de manière très confidentielle pour partager leurs problématiques, faire des séances de co-développement pour identifier les sujets, les points de blocage, mais également les aider à structurer leur approche sur certains marchés. Des partenaires qui viennent aussi intervenir lors de ces sessions et enfin et surtout l'apport d'un expert externe pour les aider à monter en compétence sur un sujet technique de l'international. Les avantages des partenaires sont multiples et variés. On a également Ambriva qui vient de rentrer en tant que partenaire, qui apporte des solutions liées au change pour les entreprises. Les thèmes qui sont évoqués, abordés en session de club, ce sont des thèmes liés aux techniques de l'international qui peuvent être assez larges et généraux, comme l'élaboration de sa stratégie avec les différents et multiples points à prendre en compte, mais également des sujets un peu techniques sur le transfert des technologies, la croissance externe, le volet logistique et Incoterm, le volet des flux financiers, mais encore l'accès à un réseau de distributeurs, l'identification de veille et intelligence économique, ou encore la structuration de ces ressources humaines sont des thèmes qui sont traités de manière régulière au sein de nos groupes. Les financements, outre les fonds formation dont je vous parlais tout à l'heure, parce que nous éditons des conventions de formation, il y a également l'assurance prospection de BPI qui peut couvrir cette enveloppe, mais la CCI locale, évidemment, et les acteurs locaux, la TFE, pourront vous en dire un peu plus sur les aides régionales à disposition pour financer ce programme. Avant de terminer, je vais laisser la parole à une de nos adhérentes, pardon, du Club Hauts-de-France Nord, qui parle du programme bien mieux que moi, et surtout de l'impact qu'il a eu sur son entreprise. Bonjour, Alban Roux du club Stratexio Hauts-de-France. Aujourd'hui, moi, si je devais retenir à quoi me sert vraiment Stratexio, je vais le traduire en termes d'opportunités. Déjà, depuis que j'ai adhéré à Stratexio, j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires export. Et ça m'a permis d'adhérer au consortium qui permet d'adresser tous les investisseurs d'hôtels en Afrique, où en fait, avec des adhérents de toute la France, du groupe Stratexio, on va prospecter en meute tous les investisseurs d'hôtels en Afrique. Et ça nous a d'ores et déjà permis de répondre à 4 appels d'offres qui ont eu lieu et sur lesquels chacun d'entre nous essaie de se positionner. Voilà pour ce petit témoignage rapide. Enfin, pour finir, l'ensemble des contacts Stratexio auxquels vous pouvez faire appel, évidemment, pour de plus amples informations, des détails, que ce soit sur le volet administratif ou sur le volet des différents contacts et de l'animation du réseau que nous essayons de solliciter et favoriser pour une meilleure expertise et une meilleure convivialité entre chacun des participants. Merci à tous. Je vous souhaite à nouveau de bien finir cette semaine des rendez-vous de l'international et me tiens à votre disposition si besoin. Merci beaucoup. Alors, merci pour la présentation. Alors, pour ceux d'entre vous qui se posent des questions sur le club Stratexio, donc sachez que notre ambition, en tout cas, c'est d'avoir un club au niveau régional, donc c'est-à-dire Antilles-Guyane, et nous espérons effectivement que ceci nous permettra, de favoriser les échanges entre pairs, de développer les compétences des dirigeants. Rejoindre un club comme Stratexio, c'est pouvoir monter en compétences et se mettre en relation avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations et surtout d'avoir l'accès, vous aurez compris, à un expert de commerce international qui vous délivre des solutions, j'ai envie de dire, directement applicables dans l'entreprise.
Donc, en fait, vous avez une feuille de route dans l'année. Pour résumer, c'est vrai qu'on est sur un engagement quand même où tous les 2 mois, donc 5 jours par an, hein, vous avez une journée de travail et des échanges en club. Vous avez une revue stratégique par un animateur qui est référent, qui est certifié. Et puis, vous avez aussi des invitations aux événements nationaux. Alors, j'ai envie de dire, tout comme les CCEF, vous avez aussi un réseau d'experts sur différentes thématiques. Et nous, ce qu'on propose effectivement, c'est que les entreprises puissent manifester leur envie d'adhérer à ce réseau auprès des teams France Export de Guadeloupe, de Martinique et Guyane, de façon à ce qu'on puisse constituer un réseau au niveau de la région. Alors, puisque nous avons un petit peu débordé sur l'heure impartie, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais sachez que le bulletin, le dossier de candidature peut vous être envoyé si vous en faites la demande. On vous demandera tout simplement d'expliquer votre volonté de vous engager dans ce programme et l'activité internationale de votre entreprise. On vous enverra un modèle de contrat avec Stratexio. Alors, c'est vrai que c'est une association qui est payante, mais sachez qu'il peut aussi y avoir des aides régionales ou de la BPI pour vous aider à financer votre adhésion au Club Stratexio Antilles-Guyane. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je ne suis pas sûre qu'on ait des questions, et en tout cas celles qui ont été posées, voilà, Monsieur Ali s'est proposé de pouvoir y répondre de façon plus personnalisée. Vous n'hésitez pas à nous contacter pour reprendre contact avec nos intervenants. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier sur les banques avec la BNP Paribas, où il vous sera expliqué comment sécuriser les financements et les paiements à l'international. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans un instant.